De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, l'émission sera scindée en deux parties. Une première qui sera consacrée au nouveau site internet de Benzo, langue-créole.fr. Il est présent parmi nous d'ailleurs. Bonsoir Benzo. Bonsoir Harold, bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes donc aux côtés de votre collaboratrice Nancy Montout, qui est justement chargée de ce projet, langue-créole.fr. Bonsoir Madame Montout. C'est ça même, bonsoir tout le monde. Et une deuxième partie de Focus qui sera consacrée à la réforme des retraites. Et à cet effet, nous recevons Mario Varro, secrétaire général de la CFTC. Bonsoir Monsieur Varro. Bonsoir Monsieur Harold, bonsoir aux téléspectateurs. Donc la CFTC qui a un positionnement pour la réforme des retraites. Oui, pour... Vous nous expliquerez pourquoi. Nous avons Eddy Ségur, secrétaire général de la FSU sur le plateau. Bonsoir Monsieur Ségur. Bonsoir. La FSU, le positionnement? Mais nous sommes contre cette réforme. Donc vous appelez à mobiliser, vous appelez à la manifestation demain? Avec l'ensemble des organisations syndicales de Guadeloupe, oui. Hormis peut-être la CFTC, qui ne participera visiblement pas avec vous. Vous nous expliquerez votre positionnement. Nous avons également Philippe Bellaire, qui est secrétaire de la FSAS CGTG. Bonsoir Monsieur Bellaire. Bonsoir. Le positionnement de la CGTG? Contre la réforme des retraites. Ouais. On en parlera justement dans cette deuxième partie. Avant cela, je vais me tourner vers Benzo. Avant de parler justement de ton site internet qui va rendre le créole accessible de manière internationale, j'aimerais quand même qu'on parle de Sylviane Telchid, donc, qui nous a quittés hier. Fervente défenseuse du créole, tout comme toi, on imagine que vous avez œuvré aussi ensemble. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette grande dame? C'est vraiment une grande dame, c'est l'occasion de le dire, c'est une grande dame. C'est avec elle et avec Hector Poulet dans l'association CREI, les années 84, que j'ai appris à écrire le créole. C'est elle. Elle est vraiment une grande pédagogue. Et elle me disait toujours, Benzo, nous pas parler, nous pas marquer, mais fais-nous marquer pour nous laisser trace pour ces petits gens-là. Fais-nous nos outils, on fait outils. Et c'est elle avec Hector Poulet qui a fait la préface de mon premier dictionnaire des expressions créoles en 1996. Et aussi, quand on a fêté le bicentenaire de Fab de la Fontaine en créole, là, il a fait un créole et ils m'ont demandé de les interpréter, de les jouer au Centre des Arts et tout ça. Mais c'est une grande dame, une bosseuse. Et je présente mes condoléances à toute la famille, tous les amis, parce que c'est vraiment une grande dame. Grande pédagogue, est-ce qu'on peut dire qu'elle a réussi son œuvre? Si, elle a réussi son œuvre parce qu'elle a mis en place des outils aujourd'hui, tous ces anciens élèves qui sont aujourd'hui professeurs, qui ont les CAPES créoles et même agrégation en créole et tout ça, et vraiment pour permettre au créole de faire son chemin et de voguer à l'international. Et toi, tu viens poser justement ta pierre à l'édifice, une belle pierre quand même, puisque tu as décidé justement de créer le site internet langue-créole.fr. Qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, je ne suis pas tout seul, justement, parce que moi, le contenu, j'ai travaillé pendant 15 années sur une pédagogie pour apprendre à lire, écrire et parler le créole. Et j'ai fait la rencontre avec un jeune homme, Janice Jude, et lui qui a les compétences pour pouvoir mettre en place ce site. Et à deux, du Déson en piste, eh bien, nous sommes mis à deux et on a mis en place une plateforme qui permet à toute personne de 7 à 107 ans de pouvoir, et en très peu de temps, savoir tout écrire en créole. Parce que là-dessus, sur cette plateforme, nous avons tout le processus de créolisation des mots français. Ensuite, nous avons aussi toute la grammaire, la conjugaison. Et en plus, en bonus, les gens qui auront accès à cette plateforme, ils auront aussi les comptes. Parce qu'on j'ai l'intention de mettre 1200 proverbes sous forme de quiz, 4900 expressions créoles. Oui, 211 comptes. Et oui, un vocabulaire thématique sur toute la flore, la faune, le corps humain, tout ça là-dedans. C'est une banque de données. On part pour la présentation justement de langue-créole.fr. Enfin un site pour apprendre à écrire, lire et parler créole. Ça se passe sur Langue Créole, une plateforme créée par des jeunes Guadeloupéens avec Benzo. Les vidéos sont courtes, dynamiques et il y a même des quiz. En plus, on sait parler créole, mais on a fait des découvertes étonnantes. Clique sur le lien en bio pour plus d'infos et partage pour soutenir. Alors, Madame Montout, comment s'est goupillé finalement ce projet, on peut dire intergénérationnel, puisque des jeunes le mettent en place et on utilise effectivement la pédagogie de Benzo? Oui, alors bon, rebonsoir tout le monde.
Alors, comme il disait, c'est la rencontre finalement d'un jeune et d'un expérimenté qui ont l'amour de la culture. Ils se sont mis ensemble, ils ont travaillé plus d'1 an pour produire ce beau site avec un contenu qui est extrêmement abouti de toutes les personnes auxquelles on a fait des présentations. Donc, elles ont trouvé que c'était très abouti. Et donc, du coup, moi, je suis arrivée après. Donc, au départ... Pour finaliser un petit peu tout ça? Je ne dirais pas pour finaliser. Ils ont tout finalisé tout seuls. Ils ont tout finalisé tout seuls. Je suis arrivée et je me suis proposée pour les aider à faire le développement de la plateforme puisque je m'y intéressais. Oui, il y a ce projet. Où est-ce qu'il en est? Vous en êtes à quel niveau? Et puis ils m'ont dit, bon, tu nous as demandé régulièrement où ça en était. Donc si ça te dit, rejoins-nous. Et c'est là qu'on a formé cette petite équipe de 3 personnes à porter le plus haut possible cette plateforme. Alors, comme disait Benzo, comme tu l'as dit également, c'est une plateforme qui rend accessible le créole à l'international. Donc l'idée, c'est d'apprendre, mais surtout de réapprendre le créole, puisque tout le monde se dit en jacques pas les créoles, mais quand même on ne savent maquer. Donc c'est ça l'idée, c'est vraiment de réapprendre le créole, apprendre à l'écrire, le lire et même le lire justement. Au niveau des syndicats qui sortent parfois leur tract en créole, on voit des personnes qui mais finalement, il y a qu'à attendre parce qu'il y a en difficulté pour lire. Donc, l'idée, c'est vraiment de réapprendre le créole. On découvre des choses. On a vraiment beaucoup d'informations. Comme il a dit, on a un process de créolisation, c'est-à-dire d'un mot français à un mot créole. Comment ça va se passer? Tous les sons, le U qui devient I, le E muet qui n'existe pas, donc les consonnes qui vont se doubler. On a vraiment toutes les règles qui sont expliquées sur la plateforme, de la grammaire, de la conjugaison, du vocabulaire thématique, puisqu'on sait que il y a des mots qui ne s'emploient plus, parce que généralement dans le langage courant, même en créole, c'est 5 petits mots, toutes ces semaines-là, donc on ne va pas chercher loin, alors que c'est une langue qui est très imagée, très riche. Donc on met au goût du jour, on remet au goût du jour tout ce vocabulaire, et évidemment les expressions et proverbes créoles, parce que là aussi, on n'a pas envie d'autres langues, on a énormément d'expressions qui font référence parfois à des faits historiques ou bien à des choses qui n'existent qu'en Guadeloupe, qu'aux Antilles. Donc là aussi, c'est permettre à tout un chacun de se réapproprier sa langue, de la redécouvrir. Et on va découvrir aussi, comme Benzo, c'est un conteur, on a ces contes des années 90, puisqu'ils continuent à être dans les établissements. Mais c'est vrai que ça a évolué. Alors, quand on regarde les vidéos qui sont sur la plateforme, à l'époque, quand ils faisaient un conte avec Compé Lapin, Compé Zamba, les enfants, ils avaient des masques sur la tête. Donc, c'était vraiment, ils plongeaient dans l'univers, ils étaient dedans. Donc, voilà, c'est vraiment pour se rappeler comment ça se faisait auparavant. Évidemment, il y a des créations de nouveaux contes, il y a énormément de choses et la possibilité aussi, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, de réserver des heures de cours avec un professeur parce que il n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. L'idée, c'est de créer aussi une équipe avec d'autres professeurs de créole, puisque ce qu'on fait, c'est en complément de ce qui se fait dans les établissements scolaires. L'idée, c'est vraiment la complémentarité. On est là pour la transmission également. Idéalement. Mais pour ceux qui suivent des cours de créole, effectivement, mais pour, on va dire, les profanes, entre guillemets, ceux qui n'étudient pas forcément le créole, mais qui veulent apprendre. Alors, c'est à destination aussi des personnes qui souhaitent apprendre. On a le cas des personnes qui s'installent aussi ici, qui ont à cœur de s'intégrer, de comprendre ce qu'on leur dit sur les marchés, de comprendre les blagues où tout le monde va rire et eux, ils vont rester à se dire mais qu'est-ce que tout le monde raconte. Donc voilà, tout un chacun a envie d'apprendre le créole, de comprendre ce qui se passe et surtout à la diaspora, parce qu'on a les personnes qui sont les Guadeloupéens qui sont à New York, à Miami, en France même et qui ne parlent pas souvent le créole. Donc ils ont besoin de retrouver leur langue, de pouvoir la pratiquer. Ils ne peuvent pas la pratiquer forcément au travail. Et même pour les enfants qui sont nés à l'étranger, donc l'idée de se dire, il faut que je transmette ma langue maternelle à mes enfants. Donc on est vraiment dans un objectif de transmission, de fédération autour de la langue. On le disait justement par rapport aux travaux de M. Poulet, de Mme Telchid. Finalement, ce qu'ils ont dit auparavant, c'est toujours d'actualité. Quand ils ont commencé à écrire, c'est qu'ils se sont dit, langue là va disparaître parce que le monde ne veut pas parler, j'attends pour nous maquer, pour irriter. Et là, c'est la même idée. Aujourd'hui, on est dans un monde qui se digitalise. Donc, effectivement, il y a des livres, c'est très bien. Il y a des livres, c'est très bien. Benzo aussi a écrit des livres. Les cours se font également en établissement scolaire et autres. Mais on est dans la digitalisation, dans l'ère de la digitalisation. Donc, c'est normal il te faut ton application, de rentrer dedans également. Donc, et il faut le rappeler aussi, notre langue, c'est un pouvoir économique. Donc,
que ce soit sur le tourisme, sur le commerce, et même pour les personnes qui ont l'habitude de faire des affaires avec les îles anglaises, si on ne peut pas parler anglais, c'est bien créole qui parler pour monde Saint-Lucie, pour monde Dominique, pour monde tout partout. Donc il faut qu'on se rende compte de l'importance de notre langue. Et donc voilà, on travaille pour ça on a de plus en plus de collectivités qui nous font confiance, qui font rentrer le créole pour leurs agents dans les mairies, qui ont compris également qu'il fallait intégrer ce processus d'alphabétisation en créole dès le plus jeune âge dans les écoles élémentaires. Parce que bien souvent, les enfants, ils parlent déjà le créole. Ils sont habitués. Mais c'est notre langue maternelle. Mais bien sûr, ils parlent le créole. Mais sur l'écriture, par contre, c'est là où le bas blesse. Par contre. Il y avait beaucoup de travail à faire. Déjà, pour se mettre d'accord, c'était très compliqué. Donc, sur la pédagogie, Benzo a dû faire un gros boulot pour les règles, parce que les règles d'écriture, il fallait 15 années de recherche. Mais c'est-à-dire que toute langue, c'est lire, écrire, parler. Mais moi, j'apporte une 4e dimension. Comment ça marche? Par exemple, les gens se disent « Comment maman est devenue maman ?» Pourquoi Bernard, on dit Bernard? Pourquoi carnaval, on dit carnaval? Il y a tout le processus, et comme nous sommes en infographie, donc on voit bien les lettres qui se déplacent et qui changent de place. Et c'est-à-dire, dans cette pédagogie, on n'apprend rien, mais on retient tout. On n'a même pas besoin d'apprendre, ça se Excellent. Je prends comme exemple, d'habitude, si vous êtes sur la route, il y a un accident a eu lieu devant vous. Ensuite, quelqu'un vient vous poser des questions. Vous saurez dire, vous n'avez pas appris de leçon pour vous raconter ce que vous avez vu. Et bien exactement, c'est pareil dans ce système. Ça rentre directement dans votre disque dur et vous accumulez tout ça, toutes ces connaissances. En combien de temps à peu près? Avec ta méthode, combien de temps à peu près ça prend? Si quelqu'un, par exemple, toute personne sachant lire le français, parce qu'il y a tout le processus de créolisation des mots français, parce qu'il faut savoir, environ 80% des mots créoles, et ce sont des mots français qui ont été morphasés, comme c'est-à-dire. Et alors, en un mois, si vous êtes assidu là-dessus, 1 à 2 mois, vous êtes capable de tout écrire. Pour le parler, maintenant, si vous êtes déjà autochtone, vous parlez. Donc ça va plus vite. Mais si quelqu'un qui n'a jamais parlé créole de sa vie, eh bien, dans la même année, en quelques mois, ça dépend de l'assiduité. Aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'exercices pour pouvoir, dans la diction. Il y a, toutes les 6 leçons, il y a des évaluations. Beaucoup d'évaluations là-dedans, les dictées, des exercices pour écrire comment conjuguer, il y a tout, et beaucoup de ludique là-dedans. Et est-ce qu'il y a différents niveaux? Puisque quand on est sur la page justement d'accueil, on voit, on peut avoir la démonstration gratuite, mais on voit je suis né et vis aux Antilles, je suis de la diaspora ou proche, ou j'aime la culture créole. Donc il faut choisir son niveau. Non, c'est pas une question de niveau. Ce sont les mêmes cours pour tout un chacun. C'est simplement de nous savoir qui s'intéresse à notre cher créole. Tout simplement. D'accord. Un petit sondage. Exactement, on a glissé un petit sondage. Mais il y a une progression vraiment minutieuse, là-dedans, parce que les gens vont observer que, par exemple, quand vous arrivez à telle leçon, ça se bloque. Ça vous donne le temps et ça fait un résumé de ce que vous avez vu. On n'a pas la possibilité, si nous sommes à la leçon numéro 3, aller à la leçon numéro 15, même si vous avez la liste. D'accord, c'est Dan. Vous êtes obligé de passer dans toutes les leçons et comme ça, on est sûr que tout le monde, si vous arrivez là, c'est que vous avez tout acquis. Ok, il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas une section réponse à toutes les questions. Ah ben non. Ah non, c'est au fur et à mesure si par exemple on a une évaluation, ensuite quand on met play là-dessus, on donne. Oui, il y a la réponse tout de suite, évidemment, il y a la réponse. Et puis c'est pas formel, hein, c'est-à-dire que si on ne réussit pas un exercice, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avancer. Donc le fait d'avoir fait l'exercice va permettre de débloquer les autres cours, mais en aucun cas ça veut dire que si vous avez répondu, vous avez eu que de mauvaises réponses, vous ne pourrez pas poursuivre. C'est à chacun, en fait c'est en autonomie. On a fait un exercice où on n'a pas eu de bonne réponse, c'est à nous de nous dire on refait l'exercice, tout simplement. C'est de l'autonomie également. Pédagogie simple. On est d'accord, M. Ségur? Oui. La pédagogie de la répétition. Et ça finit par rentrer dans tous les cas? Souvent. Pas toujours. Pas toujours, mais souvent. Donc répéter. Il faut continuer effectivement à répéter. Tu as dit tout à l'heure justement qu'il y avait les vidéos des cours, que tu allais intégrer des expressions, des mots. Oui. Est-ce qu'il y aura même un lexique? Est-ce que tu penses à faire le lexique aussi? Lexique, il y a déjà, oui, il y a déjà le dictionnaire créole.
il y a le dictionnaire des expressions créoles. C'est-à-dire, moi, j'ai sorti un dictionnaire des expressions créoles, là-dedans, il y a 4971. Je vais l'intégrer là-dedans. Il y aura toutes les expressions dedans. Mais c'est-à-dire qu'un lexique, il faut aller quand même. On ne va pas intégrer. Peut-être plus tard, on mettra un lexique. Mais pour l'instant, il y a le dictionnaire d'Hector Boulet, Siviane, et tout ça. Allez, il a la référence quand même. Hein. Ça reste la référence, le dictionnaire. C'est la référence, c'est la base. Ah oui, Hector et Siviane, ils ont travaillé. Un énorme job. Ah si. Alors, comment ça se passe pour se connecter? Alors, pour se connecter, une fois qu'on arrive sur le site langue-creole.fr, on peut choisir directement « Je commence ». Soit, en fait, en arrivant tout en bas de la page, on indique « Je commence », ou alors on choisit, comme tu l'as indiqué tout à l'heure, son profil. Enfin, on fait son profil, on a une petite présentation, donc qui va être adaptée à chacun des profils. Et là aussi, également, on commence. C'est assez facile, on choisit tout d'abord, évidemment, l'accès. Donc, on propose des accès de 6 mois ou de 12 mois. Donc, 6 mois, on est à 69 €, qui revient à peut-être 10-11 € le mois. Et une année, 120 €, donc ce qui revient à 10 €. Là, on choisit l'accès, 6 mois ou 12 mois. On rentre son nom, son adresse mail, ses coordonnées bancaires, et tout de suite. Parce qu'habituellement, quand on fait on achète quelque chose en ligne, il faut recevoir le mail, il faut confirmer, il y a tout un tas de manœuvres à faire. Et là, c'est immédiat. On rentre ses coordonnées, et une fois que c'est fait, on a accès tout de suite au site et aux éléments. Donc, c'est assez rapide. Après, évidemment, pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent demander directement sur le site une démonstration en ligne. Donc, parfois, on veut toujours tester pour savoir, oui, mais qu'est-ce que je vais trouver? On ne peut pas mettre toutes les informations. Alors, il y a des petits spots comme celui qu'on a passé juste avant pour montrer ce qu'on va retrouver. Mais si on veut toujours tester, on a la démonstration en ligne qu'on peut demander directement sur le site, ou alors vous nous contactez au 06 01 06 70 75. Donc, c'est notre numéro pour avoir les informations. Merci beaucoup, en tout cas, vous deux, d'être venus. Allez, vas-y, Benzo. Je voulais juste ajouter quelque chose, parce que vous voulez parler de l'association Interact, une association de jeunes de 12 à 18 ans qui font un travail formidable. Le plus souvent, on entend les gens dire « Ah, la jeunesse pas faille, la jeunesse feignant ». Eh bien, ces enfants-là, ils font des opérations toute l'année, Interact, l'association. Interact. Oui, et chaque année, ils font une opération, par exemple, un car wash, et pour laver des voitures dans une station non loin d'ici. Et le gérant remet toute la recette à l'association. Et cette association remet verse toute cette recette à une autre association, à 2 associations. Et cette année, ils ont choisi langue-creole.fr. Ah, génial. Alors, à ce moment-là, comme nous sommes dit, la somme qui nous sera versée, nous allons la convertir en accès pour donner au maximum. Tu vas offrir des accès. Oui. Cet argent, on ne va pas le mettre dans la caisse comme ça. On va convertir en accès pour offrir des accès aux enfants déjà, et aussi à leurs amis et peut-être aux classes qui sont en terminale, qui passent le bac. Exactement. Voilà. Tu penses toujours à tout. Franchement, c'est très généreux de ta part. Donc, on va en parler plus amplement. Donc, ça va se passer où, quand, à quelle heure? Oui, ça va se passer à la station Raton Laveur, là, j'arrive. D'accord. Voilà, donc nous demandons aux gens, par exemple, les gens viennent pour laver leur voiture. Ce sont les enfants qui lavent et ils offrent, ils donnent ce qu'ils veulent aux enfants, comme s'ils ont, pour les encourager. S'ils veulent donner X argent, ils le donnent et ça rentre et terminé. Très bien. Même si la voiture n'est pas trop sale, on peut la ramener quand même. Il faut l'amener. On est d'accord. Un maximum de dons, effectivement, qui pourront servir à la création d'accès pour gratuits les enfants. Pour les enfants. Franchement, chapeau. Moi, je dis chapeau. Avant de se quitter, Benzo, tu penses prendre ta retraite ou pas? Est-ce que tu penses prendre une retraite un jour? Ça fait 10 ans qu'on dit que je suis à la retraite, mais je ne suis pas à la retraite, je suis retraité. Tu es retraité? Tu je suis traité d'une autre manière, parce que je suis très souvent dans les écoles, je dis les contes, et je fais aussi du théâtre avec Mano, mon associé Mano, de petite taille, dans TikTok. Et donc, nous sommes très souvent dans les écoles. Par exemple, le Collège de Cap-Esté nous a demandé des scénettes sur le harcèlement. On commande, par exemple, des pièces, et comme ça, nous intervenons dans les écoles et nous partons. Donc, la retraite, c'est pas pour toi du tout de suite. La retraite, c'est à Bémao. Ok, mais tout le monde, effectivement, n'est pas de son âge. Monsieur Bélair?
Non, au contraire. Pas seulement à Bemao. Pas seulement. Il y a d'autres retraites aussi. C'est sûr, il y a des retraites plus définitives aussi, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça fait grand débat. La réforme de la retraite. N'est-ce pas? Il y a La transition. il y a la réforme des retraites qui devrait être votée dans les prochains jours. On va se quitter pour une petite page de publicité et on revient avec nos invités en plateau, à savoir Mario Varro de la CFTC, Eddy Ségur de la FSU et nous avons aussi Philippe Belair du FSAS CGTG. On les reçoit après la coupure. De retour dans le Focus, nous sommes toujours en présence de Mario Varro, secrétaire général de la CFTC, Eddy Ségur, secrétaire général de la FSU. Ils sont en compagnie de Philippe Belair, secrétaire de la FSAS CGTG. Et nous a rejoint sur le plateau Teddy Tancon, secrétaire académique du SNCL. Bonsoir, monsieur Tancon, je ne vous ai pas encore vu. Vous le savez, demain, les syndicats ont appelé à une mobilisation générale contre la réforme des retraites. Visiblement, une mobilisation qui sera très suivie au niveau national. On attend plus d'1 million de personnes dans les rues. Ici, en Guadeloupe, on va tenter de prendre justement la température. On va déjà se tourner vers monsieur Ségur. Vous êtes contre donc cette réforme des retraites à la FSU. Pourquoi ? Tout simplement parce que les raisons pour lesquelles le gouvernement veut le mettre en œuvre ne sont pas tout simplement acceptables. Premièrement, nous sommes dans une situation très particulière où effectivement il se pourrait qu'il y ait un déficit. Mais rien n'est dit que ce déficit sera existant et nous savons pertinemment que pour réduire ce déficit ou même le résorber, il suffirait tout simplement que ce gouvernement puisse dans un premier temps résorber le chômage et faire qu'il y ait plus de cotisants. Deuxièmement, permettre notamment aux femmes d'avoir une égalité de traitement, ce qui permettrait de nouvelles cotisations. Mais surtout, nous savons pertinemment que nous avons aussi d'autres axes de financement de ces caisses de retraite. Et pour nous, ce n'est pas acceptable. Et puis, tout simplement, il y a une deuxième raison. Lorsqu'on voit notamment, lorsque M. Benzo s'emploie à créer un certain nombre d'outils dans le créole, nous voyons bien qu'être à la retraite, ce n'est pas non plus cesser toute activité. Et nous savons pertinemment l'importance qu'ont aujourd'hui les grands pas et les grands mans dans la société, notamment la société guadeloupéenne. Et puis surtout, nous estimons qu'après avoir travaillé durement, il est tout à fait normal que nous puissions effectivement partir à la retraite en bonne santé et pouvoir bénéficier de cette retraite pendant qu'on est en bonne santé et non pas se retrouver tout simplement contraint de partir parce que nous ne pouvons plus tout simplement travailler. Et dans l'éducation nationale plus particulièrement, nous avons quelques inquiétudes. Nous avons un corps professoral extrêmement féminisé avec des carrières archées, donc avec sûrement un risque de voir des retraites tout simplement très basses. Nous avons aussi un certain nombre de personnels contractuels qui ont malheureusement des pensions extrêmement basses. Et puis pour finir, je me vois mal à 65, 66, 67 ans être devant des élèves de maternelle ou même d'élémentaire ou de collège. Je pense sincèrement qu'à un moment donné, si on veut que le travail soit effectif et si on veut que le travail soit efficace, il faut que nous soyons en capacité de pouvoir justement exercer nos métiers dans de bonnes conditions. Et cette réforme, en tout cas, ne permet pas d'assurer le financement des régimes de retraite, mais surtout, elle ne permet pas à nos collègues de se projeter pour pouvoir ensuite demain passer les concours, exercer correctement et surtout partir avec un capital santé leur permettant tout simplement de rendre à la société un certain nombre de services qu'ils peuvent faire une fois qu'ils sont à la retraite. Ça, effectivement, sur le départ en bonne santé, c'est vrai que ce sera important. Inutile de prendre sa retraite en étant déjà sur les rotules, ça ne servirait pas à grand-chose. Mais à ça, le gouvernement pourrait vous opposer l'argument que l'espérance de vie en bonne santé en France est de 85 ans à peu près pour les femmes, 80 ans pour les hommes, et donc que vous avez à peu près 20 ans de marge. Alors c'est vrai pour une petite partie de la population, notamment la classe aisée. Mais lorsque vous savez qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, plus de 48% de la population, ce sont justement des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Lorsqu'on sait le pourcentage de la population, notamment guadeloupéenne, qui se retrouve à être cadre supérieur, vous voyez très rapidement que ça représente extrêmement peu de personnes à pouvoir bénéficier donc, de cette retraite justement en bonne santé au-delà donc, de 65 ans. Et malheureusement, c'est la masse populaire qui va se retrouver avec une pension extrêmement faible et surtout avec, malheureusement, des conditions de vie extrêmement dégradées, tout simplement parce qu'aujourd'hui, rien n'est fait
pour prendre en compte notamment la pénibilité de l'emploi. Et je reste persuadé qu'aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, hein, ce gouvernement n'a qu'une seule idée, c'est tout simplement récupérer un certain nombre d'argent et de moyens pour pouvoir ensuite faire un certain nombre de projets politiques. Moi, je reste persuadé, avec l'ensemble des autres organisations syndicales, mais aussi au sein de la FSU, nous restons persuadés tout simplement qu'aujourd'hui, ce régime n'est pas menacé. Il faut continuer à améliorer les conditions de travail. Il faut améliorer notamment l'accès à la retraite et il faut continuer à faire de telle façon que nous puissions, après avoir longuement travaillé, bénéficier d'un temps nous permettant d'œuvrer autrement. Partir à la retraite, ce n'est pas ne plus rien faire. Partir à la retraite, c'est aussi se projeter et faire d'autres choses que nous n'avions pas pu faire lorsque nous étions des salariés. Mario Varro, vous représentez la CFTC, donc la CFTC qui est pour cette réforme. Pourquoi ? Alors, pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que c'est un système qui est très complexe. Le système de retraite, c'est par répartition, ce sont les actifs qui travaillent pour pouvoir payer la retraite des inactifs. Donc ça veut dire quoi en résumé ? Ça veut dire que vous avez des actifs aujourd'hui, des actifs qui en baissent, et que vous avez aussi des inactifs, d'accord, qui ne peuvent pas aujourd'hui, comment dirais-je, de façon pour que les téléspectateurs puissent comprendre, c'est que c'est tellement complexe, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la conjoncture actuelle, c'est qu'on a une espérance de vie qui est allongée, d'accord. Nous avons trois possibilités. Soit nous augmentons les cotisations, d'accord ? Soit nous augmentons, ça voudrait dire que si on augmente les cotisations, ça voudrait dire que le pouvoir d'achat va diminuer. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire aussi que soit on allonge la durée de cotisation, d'accord ? Ou soit, en troisième lieu, nous allons nous retrouver dans un déficit pas possible. Et comment nous allons nous en sortir ? Donc, ce qui dit qu'aujourd'hui, c'est pas que je défends le gouvernement, c'est pas ça du tout. C'est qu'il faut bien comprendre aujourd'hui la situation. Je regarde au niveau de la fonction publique territoriale. Vous avez des agents qui travaillent au-delà de 65 ans. Ça veut dire quoi ? Qu'ils sont d'accord pour pouvoir travailler plus. Parce que c'est eux-mêmes qui font la demande pour pouvoir travailler plus. Parce que soit ils n'ont pas le nombre de cotisations. Le nombre d'annuités nécessaires, donc ? Oui, ils n'ont pas le nombre d'annuités, d'accord, pour pouvoir partir à la retraite. Soit ils ne veulent pas partir à la retraite parce qu'ils se sentent bien et ils veulent aller au-delà de l'âge légal, d'accord. Et troisième élément aussi, c'est que comme lorsqu'on va calculer leur pension de retraite, leur pension sera tellement minime qu'ils sont obligés d'aller au-delà de l'âge légal de la retraite. Donc, ce qui dit qu'aujourd'hui, on pourra beaucoup critiquer tout ce qu'on voudra, d'accord, marcher dans la rue ou critiquer ou autre, mais qu'est-ce que nous faisons ? Il faut prendre une décision. Et cette décision-là, moi, je pense que c'est la plus juste qui permettrait justement l'allongement de l'âge légal de la retraite, qui permettrait justement qu'on ne puisse pas tomber... Vous ne voulez pas cotiser plus, en tout cas, qu'il y ait plus de cotisations ? Voilà, parce que ça va réduire le pouvoir d'achat. Donc, ce qui dit que ça va réduire le pouvoir d'achat, ça veut dire que... notre revenu, notre traitement va diminuer. Donc, c'est pas la bonne solution. Donc, pour vous, au lieu d'effectivement avoir un traitement réduit, autant travailler un peu plus longtemps. Travailler un peu plus longtemps. Et nous le voyons parce que, je le dis et je le répète encore une fois, lorsque vous regardez dans la fonction publique territoriale, les agents travaillent beaucoup plus. Et ça... on ne peut pas le nier. Les agents, c'est eux-mêmes qui font la demande. Si on doit en revenir aux propos, par exemple, de M. Ségur, quelqu'un qui travaille dans une collectivité n'a pas la même pénibilité que quelqu'un qui est sur un chantier dans le bâtiment. Ce n'est pas vrai. Attention, il faut bien faire attention. Parce que dans une collectivité territoriale, vous avez des gens qui travaillent dans les bureaux. Aussi. Mais vous avez dans les collectivités territoriales certains agents communaux qui sont en train de nettoyer les voies publiques. C'est plutôt sur le type de poste, par rapport à la pénibilité. Ce que M. Varro oublie de dire, c'est qu'aujourd'hui, ça va faire bientôt 10 ans que ce gouvernement ne nous augmente pas nos salaires.
Si nous avions des salaires plus hauts, mécaniquement, nous aurions aussi des ressources pour les systèmes de retraite, puisque nous cotiserions beaucoup plus. Moi, je reste persuadé, et là, ce que M. Varro dit est vrai. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont contraints d'aller au-delà de 65 ans. Nous avons des collègues qui sont contraints d'aller jusqu'au bout du bout, et des fois sous les rotules. Ce qu'il faut tout simplement faire, c'est pas allonger la durée de cotisation, c'est pas allonger le moment où on va partir à la retraite, c'est mieux payer les personnels, faire l'égalité salariale, permettre l'accès à l'emploi pour que tout le monde puisse effectivement cotiser et faire de telle façon qu'il n'y ait pas de déficit. Mais surtout, il ne faut pas oublier une chose, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est tout simplement que ce n'est pas un choix qui est fait, c'est une obligation pour ne pas se retrouver pauvre. Aujourd'hui, nous n'avons pas que ce soit dans la côte territoriale, que ce soit dans l'hospitalier, que ce soit dans le privé, vous n'avez aucune personne qui continue à travailler par choix, sauf ceux pour lesquels, effectivement, ils sont dans des conditions de travail acceptables et qui leur permettent, effectivement, de se projeter dans le travail parce qu'ils ont des conditions de travail acceptables. Je reste persuadé aujourd'hui que, malheureusement, ce gouvernement-là a tout fait pour que, justement, nos régimes soient déficitaires parce qu'ils n'ont pas fait, justement, ce qu'ils ont promis lorsqu'ils étaient partis dans leur élection, notamment pour les sénatoriales, pour la députation et tout. Aujourd'hui, où est le plein emploi ? Où est le plein emploi? Vous avez donc une population à 32% au chômage en Guadeloupe et vous voulez nous faire croire que c'est en allongeant la durée de cotisation et pourquoi pas justement pour permettre aux gens qui sont en grande difficulté, arrêtons la décote. Si on arrête la décote, les gens ne se voient plus effectivement ponctionner un certain nombre d'argent sur leur pension et donc de fait, ils n'ont plus cette décote-là et de fait, ils pourraient avoir des pensions acceptables. Et ça, je pense sincèrement qu'on n'a pas à faire payer les personnels, et notamment les plus démunis, les plus en difficulté. C'est à ce gouvernement de se faire violence pour permettre à l'ensemble de la population de vivre décemment de son travail. Et lorsqu'on vivra décemment de notre travail, vous verrez très rapidement que nous n'aurons pas de problème pour financer la retraite. Monsieur Belair. À la CGTG, nous sommes contre, bien sûr. Contre cette réforme, non? Contre cette réforme, oui, bien sûr. Bon, monsieur le camarade Séguier a parfaitement fait le tour. Ça serait, vous êtes sur le même positionnement dans tous les cas? Non, ce que je veux dire, c'est en fait, lui, il est plutôt sur l'enseignement. Moi, je me retrouve dans le secteur de la santé, de l'action sociale. Et là aussi, on a à peu près les mêmes difficultés. Mais je voudrais faire un parallèle quand même avec la gestion catastrophique rapidement de la pandémie pour faire la démonstration du non-sens de ce gouvernement. D'accord? Rappelez-vous comment ça s'est passé et rappelez-vous maintenant comment ça se finit. Nul ne sait exactement où on en est. On a créé la fameuse loi du 5 août 2021 sous prétexte que tout va changer, juste après 2 mois, tout le monde sera dans les clous. Et finalement, on a quoi? On a quoi maintenant là? On a quoi? Des milliards ont été dépensés. Des milliards. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un milliard. On est sur 400 milliards. Non, mais ce sont des milliards, quoi. Parce qu'un milliard de secondes, c'est quand même 33 ans, et 1 million de secondes, c'est quand même 13 jours. Il y a une différence quand même entre milliard et million. D'accord? Et là, maintenant, on nous parle de millions qui manqueraient pour la retraite. 2 milliards. 2 millions, moi, je veux dire... 200 millions pour l'année prochaine, et on peut aller jusqu'à 10 milliards, 200 millions pour cette année, et peut-être jusqu'à 10 milliards. Voilà, c'est que les scénarios divergent. Il y a une dizaine de scénarios possibles qui vont des 200 millions, comme vous le dites, aux 12 milliards par an, mais ça oscillerait effectivement entre 200 millions de déficit et 12 milliards. C'est pour faire peur, à mon sens. Si on met les 10 milliards... à côté des 400 milliards qu'on compte mettre dans... Qu'on a déjà mis sur les 2 années de Covid. Et les 400 milliards de l'armée, je pense sincèrement qu'il y a autre chose à faire. Pour vous, c'est un faux débat, les milliards? Encore une fois, c'est un faux débat, oui. On est aujourd'hui dans une idéologie qui tend à faire que les gens travaillent plus longtemps et les gens doivent cotiser plus longtemps.
Et aussi bien la loi Touraine que celle qui était juste avant avec Wörth et celle qui est présentée aujourd'hui par le gouvernement Borne, c'est tout simplement contraindre les personnes à travailler plus longtemps, à cotiser plus longtemps, et comme ils savent pertinemment qu'ils ne pourront pas le faire, parce qu'aujourd'hui nous avons un taux de seniors extrêmement lourd au chômage, ils savent pertinemment que tout ce qu'ils essaient de faire, c'est faire de telle façon que les pensions diminuent, qu'ils payent moins donc les retraités. Il parle de revaloriser les pensions. Mais, il parle de la pension. C'est vrai, on était à 2 millions et là on est arrivé à 10 000, c'est ça? Soyons sérieux. Soyons sérieux. 2200 par tête de pipe. On parle de 1200 € minimum pour les retraités. Brut. Combien de personnes seraient concernées? C'est ça. Brut. Vivez avec 1200 € brut en Guadeloupe et vous verrez très rapidement que vous allez vous retrouver à devoir retrouver un emploi à côté pour pouvoir tout simplement joindre les deux bouts. Je pense sincèrement que ce n'est pas sérieux. Et d'ailleurs, on voit bien la construction même de la loi est hasardeuse. Parce que nous voyons bien que le gouvernement n'est même pas en capacité d'expliciter l'ensemble donc, de cette loi-là, l'ensemble des répercussions de cette loi-là sur la vie des gens. Et aujourd'hui, vous voyez bien, on est dans une cacophonie. Si ce gouvernement avait des arguments efficaces, sérieux, jamais il ne serait passé par faire passer cette réforme par une loi supplémentaire du régime de la sécurité sociale. Jamais. Ils ont voté effectivement un budget supplémentaire. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un débat démocratique qui est complètement abscon, avec à peine 10 jours en Assemblée nationale. Nous avons 15 jours là au Sénat. Et puis finalement, comme on sait très bien que personne ne pourra voter l'ensemble des articles de cette loi, on va passer par ordonnance. Ce n'est pas sérieux. Et lorsque vous disiez... Le gouvernement fonctionne par... Mais encore une fois, ce gouvernement, il n'aura qu'une seule réponse. Elle sera dans la rue. Je peux vous dire qu'à partir de demain, nous serons sur des modalités de grève reconductible. Et ne vous inquiétez pas. Notre camarade qui aujourd'hui nous dit qu'il est pour la réforme des retraites, je lui signale quand même que lors des journées du 19, du 30 janvier et du 7 février, l'ensemble de la section éducation de la CFTC était dans la rue avec nous. Ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure, les gens se rendent compte, les gens se rendent compte très rapidement. Les gens se rendent compte très rapidement. Je ne suis pas là pour pouvoir faire de la démagogie. À un moment donné, il faut être sérieux. Il faut être sérieux dans ce pays-là. D'accord ? Il faut arrêter de raconter n'importe quoi aussi. Parce que je vais vous dire quelque chose. On est en train de parler là inutilement là. Mais il faut regarder ce qui se passe dans ce pays. Pour toi, moi je ne parle pas inutilement. Je le dis. Les organisations syndicales, d'accord, tellement qu'ils ne sont pas forts, d'accord, ils sont obligés à chaque fois de mettre le même slogan pour pouvoir justement fédérer et faire monter la mayonnaise. Non, à un moment donné, il faut arrêter cela. D'accord ? Je vais vous donner un exemple bien concret. La loi de transformation du 6 août 2019-828 est passée concernant les 1607 heures. D'accord ? Je n'ai entendu personne ouvrir leur bouche pour dire que cette loi n'était pas adaptée pour la Guadeloupe. Et je vais vous dire pourquoi elle n'est pas adaptée pour la Guadeloupe. Nous avons des jours fériés. D'accord ? Nous avons des jours chômés. En France hexagonale, ils n'ont pas des jours chômés. Donc, c'est vrai qu'il est applicable en France, mais il ne peut pas être appliqué en Guadeloupe. Tout simplement, et pour la bonne raison, parce que nous avons des députés et des sénateurs qui sont en train de dormir et des organisations syndicales qui sont incapables d'ouvrir leur bouche pour dire que voilà, qu'on ne peut pas accepter cela. C'est vrai qu'il faut respecter le cadre réglementaire, la loi des 1607 heures. Mais comment nous allons respecter le cadre réglementaire si nous n'avons pas une spécificité, si nous n'avons pas des gens pour pouvoir faire remonter cela? Et je le dis et je le répète encore une fois, je prends mes responsabilités. Dans ce pays-là, on raconte n'importe quoi aux gens. Il faut qu'on soit sérieux. Donc pour vous, c'est un faux débat, M. Varou. Mais bien sûr que c'est un faux débat. Mais c'est un faux débat parce que nous allons pinailler. En définitive, le gouvernement va faire passer sa loi et point barre. Donc, à un moment donné, il faut se poser. Et regardez, je vais vous donner un autre exemple encore. On nous dit qu'il faut respecter les 1607 heures. Je mets au défi l'éducation nationale, la préfecture, toutes les institutions de l'État, ils ne font pas les 1607 heures. D'accord ? Donc, à un moment donné, on nous tue ça, pas parler trop. Monsieur Tampon.
Je prendrai quand même la parole, puisque allez-y. On m'a invité pour cela. Sans polémiquer, la position du SNCL, elle est claire. D'accord ? Quand je pense à cette réforme des retraites, 2 mots me viennent à l'esprit. Inéquité et injustice. Inéquité tout simplement parce que quand on regarde véritablement les aspects de cette réforme, on se rend compte, comme l'a dit le camarade, qu'elle va porter sur un certain nombre d'individus. Ceux qui, tous les jours, se lèvent, la masse, d'accord, qui se lèvent, vont travailler et espèrent justement un jour toucher une retraite. Mais il faut mettre cette réforme-là dans le contexte. Je rappelle quand même qu'en 2010, il y a une première réforme qui est passée. On est passé, rappelez-vous, de 60 à 62 ans. On est passé de 60 à 62 ans, c'est-à-dire qu'on imposait déjà 2 années supplémentaires, mais derrière cette réforme se cachait déjà une diminution de la pension. Donc, cette réforme qui est annoncée, nous avons pris, nous, au niveau national, toutes les dispositions pour consulter les économistes, les juristes. Ils nous disent qu'une chose est claire, on va vers une paupérisation des pensionnés. On va vers cela, c'est-à-dire qu'on nous fait miroiter le fait que travaillez 2 années de plus et vous aurez, pour la majorité d'entre nous, 1 200 € garantis. La démonstration a été faite. Le gouvernement s'est mêlé les pattes dans les fils. La démonstration a été faite que très peu de gens seront concernés par cela. Parce qu'il faut une carrière pleine, déjà ? Alors, je prends juste un exemple. Un enseignant, lorsqu'il sort de la fac, il a fait 5 années d'études. On est bachelier, grosso modo, à 18 ans. Bac plus 5, puisque 23. C'est... Non, mais Bac plus 5, c'est-à-dire M2, c'est là où on peut passer son concours. 18 plus 5. On est déjà à 23 ans. On est déjà à 23. Lorsque vous devez travailler, 43 ans. On arrive à 66. 66. Et on vous dit que vous aurez votre taux plein de retraite à 64 ans, alors que c'est 66. Mais les calculs ont été faits par notre organisation. On sait très bien qu'en moyenne, on risque d'aborder le taux maximal de retraite à 67 ans. De 67. Alors, c'est vrai qu'il y a des métiers qui sont extrêmement pénibles. Travailler sous le soleil, sous la pluie, comme maçon, comme charpentier, etc. Mais le métier d'enseignant comporte aussi sa part de pénibilité. Vous imaginez, le camarade Ségur l'a dit, à 67 ans, alors où on est papy, gérer des gamins après plus de 43 années d'exercice dans le métier. Pour vous, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable, ce n'est même pas imaginable. D'autant plus que, comme je l'ai dit, le camarade Varro l'a dit, c'est très complexe. C'est très complexe, effectivement, le dossier de la retraite est très complexe. Mais on peut mettre le droit sur un certain nombre d'éléments et de paramètres qui permettraient qu'on fasse l'impasse de cette réforme-là. Le camarade Ségur l'a évoqué à peine. Pour rejoindre M. Varro. Le camarade Ségur l'a évoqué à peine. Cette réforme va peser sur qui ? Sur ceux qui bossent, sur ceux qui ne sont pas licenciés à partir de 52 ans dans les entreprises. Cette réforme va porter sur ceux qui ont encore la chance de bosser et qui ne sont pas licenciés. Donc, quand on met sur la balance le taux d'actifs qui doit contribuer pour le taux de retraités, on sait pertinemment qu'il y a un problème, il y a un vice dans cela, puisqu'on sait pertinemment qu'on aura beau faire en sorte que ceux qui travaillent et qui sont de moins en moins nombreux, même si on les fait travailler jusqu'à en crever, on ne tient pas compte de ceux qui sont licenciés à partir de 52 ans et on ne tient pas compte d'une politique aussi visant à faire en sorte que le travail revienne, qu'on aille vers une société avec un taux de chômage de plus en plus bas. La situation de la Guadeloupe, c'est un cas de figure extrême. On a un taux de CSP en Guadeloupe qui est inimaginable. Quand on regarde le taux d'ISP, il est 2 fois supérieur. Enfin, ISP défavorable, c'est-à-dire... De toute façon, notre situation est tellement critique que les lois ne sont même pas applicables sur la réforme du chômage, par exemple. Les lois ne sont même pas applicables ici en Guadeloupe parce qu'on a 32% de chômage. Mais imaginez appliquer cette retraite-là en Guadeloupe.
avec cette décote que nous avons, parce qu'on nous fait croire qu'à 65, à 66 ans, on aura un taux plein, c'est faux. On aura forcément une décote. Je rappelle que pour ceux qui sont dans la fonction publique, nous avons cette majoration de 40% que nous perdons systématiquement. Donc, on va se retrouver effectivement avec une double peine, nous retraités de la fonction publique, et double peine que ne subiront pas forcément les retraités sur le plan national. Donc, je persiste et je signe, c'est une retraite que nous voyons venir, enfin c'est une réforme que nous voyons venir de mauvais œil, et je pense que nous devons tous nous mobiliser pour que cette réforme-là ne passe pas. Parce que condamner des gens à partir de plus en plus tard, parce que le cas des collègues a été évoqué, ceux qui choisissaient effectivement de partir à 65 ans, mais ils ne choisissent pas, ils sont contraints quelque part. Quand vous savez que vous avez des gamins qui font des études, quand vous savez que vous n'avez peut-être pas fini de payer la maison et que une fois retraité, vous allez voir votre salaire diminuer de 2/3, voire quelquefois plus, vous dites, tant que j'ai encore un peu de santé. Et puis, dernier élément, c'est vrai que nous vivons plus longtemps, mais les courbes sont en train de se croiser. Maintenant, on vit plus longtemps, mais on ne vit pas plus longtemps en bonne santé. La courbe les courbes sont en train de se croiser, c'est-à-dire qu'on vit effectivement plus longtemps, mais on vit plus longtemps en mauvaise santé. La période pendant laquelle on vivait plus longtemps en bonne santé est révolue. Mais M. Tanko, pour rejoindre M. Varro, parce que c'est un fait, on a un gouvernement face à nous qui fait ce qu'il dit qu'il va faire en tout cas. Qu'on soit d'accord ou pas. Donc ils ont dit qu'ils feraient passer cette réforme des retraites. Elle passera au forceps dans tous les cas. À partir de là, il se passe quoi? Vous êtes bien pessimiste. Ah non, je ne suis pas pessimiste, mais on voit que ce gouvernement, s'il vous dit je vais voter, il va le voter. Alors, je peux partager une chose avec vous. Nous avons un gouvernement qui est sourd et aveugle. C'est un gouvernement qui n'entend pas son peuple. C'est un gouvernement qui n'entend pas. Comment pouvez-vous penser que plus d'1 million, voire même 2 pour certains millions de gens se sont déjà retrouvés dans la rue. Plus de 70% de la population sur le plan national est contre cette réforme. Et vous avez un gouvernement qui, pour des raisons d'idéologie pure, puisque là on pourrait en parler pendant des heures aussi, pour des raisons idéologiques pures, refuse d'entendre et n'a cessé de procéder par 49.3 depuis qu'il est en place. Parce qu'il est faible, parce qu'il est faible. Faiblesse certes, mais en tout cas, ils ont dit, bon, on ne veut pas du déficit. Le déficit, qu'il soit de 200 millions, qu'il soit de 12 milliards par an, nous, on n'en veut pas. On veut le résorber. Donc, on passe à l'action pour ne pas que vous nous le reprochiez plus tard. Tout le monde peut tomber d'accord sur le terme déficit, mais une majorité d'économistes sont d'accord sur le fait que ce fameux déficit ne met pas en péril le système. D'accord? Donc c'est un faux prétexte pour procéder à cette réforme-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que les organisations syndicales ne siègent pas à l'Assemblée nationale. Qui c'est qui peut justement faire bouger les lignes? Ce sont les députés. Combien de députés que vous avez vus? Moi, j'ai regardé un petit peu les débats. C'était des débats houleux, c'était presque de l'insulte. Et à aucun moment, j'ai entendu qu'on puisse poser les vraies problématiques. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, pour que tout le monde puisse comprendre, c'est que nous avons aussi ce qu'on appelle des aspects de pénibilité. Les pénibilités doivent être prises en compte. Mais qui vont disparaître. Non, mais... mais nous avons des pénibilités. Il faut bien comprendre que nous avons des secteurs où justement il y a de la pénibilité. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Nous avons aussi, et c'est vrai ce que je dis que on se mord la queue. Vous avez des régimes spéciaux, notamment concernant lorsque vous avez fait un mandat de 3 de députés. D'accord, vous avez déjà une retraite de 1 500 €. Non, ce n'est pas normal. Donc, si on veut réduire, si on veut mettre de l'équité, si on veut absolument faire quelque chose, je pense qu'il faudrait faire une réforme pour réduire toutes ces inégalités, d'accord, et de mettre à peu près 3-4 régimes de façon pour qu'on ne puisse pas se retrouver dans cette configuration. Vous imaginez un petit peu, j'entends les gens parler, mais
il faut à un moment donné qu'on se pose les bonnes questions et savoir qui c'est qui nous dirige. Mais lorsque vous regardez, nous avons des députés, vous avez des sénateurs, mais c'est eux qui se gavent. Mais personne ne dit rien du tout. Hein. Personne, on n'entend personne. Mais par contre, on veut absolument, moi je le dis, je suis tout à fait d'accord pour qu'on puisse revoir la pension d'un salarié. Ça ne me pose pas de problème. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait en contrepartie? Là, il faut trouver des solutions, des voies et des moyens. Donc pour le moment, c'est cette voie-là que l'État a trouvé, d'accord. Pour moi, de mon point de vue, je le dis, je reste derrière ce que je dis, c'est que moi, je pense qu'il faut aller sur cette voie-là au lieu de baisser les pensions, au lieu d'augmenter les cotisations, enfin, etc., etc. Mais pour le moment, il faudrait plus qu'on se penche aussi, de façon pour qu'on puisse revoir les régimes spéciaux, parce qu'il y en a, je crois, il y a plus d'une cinquantaine, revoir les régimes spéciaux et d'arrêter ce système-là. Et comment ça passe à la trappe? De toute façon, les régimes spéciaux passent à la trappe. On voit que celui de la Banque de France va passer à la trappe. Les IEG, les industries électriques et gazières, ça va passer à la trappe. À RATP, ça avait déjà commencé à l'époque, ça va passer à la trappe. Donc, il y a effectivement une remise à niveau. Hormis pour les élus qui refusent effectivement de toucher à leurs régimes spéciaux, les sénateurs qui votent effectivement l'extinction pour certains, mais le maintien pour le leur, les députés idem qui vont continuer à se gaver. Donc vous, votre positionnement, c'est de toute façon, il faut réformer, donc on y va, mais il faut y aller même un peu plus loin. Il faut aller plus loin. De façon à effectivement à ce qu'il y ait une équité pour tout le monde. Mais une réforme, ça doit améliorer la situation des travailleurs. Normalement. D'accord? Donc si on veut réformer, on veut uniformiser, pourquoi ne pas uniformiser sur ceux qui sont mieux-disants? Vous voulez niveler vers le haut? Et pourquoi ne pas niveler vers le haut plutôt que de niveler vers le bas? Moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, nous avons des marges de manœuvre. Lorsqu'un gouvernement vote 200 millions de CICE, pour permettre tout simplement à un certain nombre d'entreprises qui ne jouent même pas le jeu de l'emploi, de se retrouver. Lorsque nous avons eu des milliards qui sont partis sur les dividendes plutôt que sur les salaires. Si nous avions, par exemple, une meilleure répartition des richesses produites, et elles sont produites par qui? Nécessairement par les travailleurs. Si nous avions une meilleure répartition des richesses produites, et plutôt que de gaver les personnes qui touchent des dividendes, qu'on puisse augmenter les salaires, mais M. Varro, il devrait être content de ce mécanisme. 1, on augmente les salaires, donc le pouvoir d'achat. 2, on permet tout simplement aux caisses de sécurité sociale et aux caisses de retraite de pouvoir être excédentaires. On permet donc la pérennisation du système des retraites par répartition. Et puis surtout, on permet, encore une fois, à des travailleurs qui ont un labeur extrêmement difficile de pouvoir partir et jouir de cette retraite. Parce que c'est ça qui est important, jouir de la retraite. Aujourd'hui, je reste persuadé qu'il y a d'autres mécanismes pour pouvoir permettre la pérennisation du système par répartition. Et ces mécanismes-là, c'est des choix politiques qui doivent être faits. Oui, effectivement, nous avons sûrement des députés et des sénateurs qui sont en dessous de tout. Mais encore une fois, je vous dis, et nous avons un exemple probant, la loi Juppé a été votée, et je peux vous dire que 3 mois après, à force de manifestations dans la rue, elle a été retirée. Donc nous avons les moyens de gagner. Oui. Et le mot de la fin pour M. Bélair? Je rappelle que si nous sommes dans cette situation, c'est qu'il y a une histoire, il y a une antériorité. Rappelez-vous, pour ceux qui se souviennent, des années 80, on nous promettait un monde merveilleux. S'il fallait tout réformer, les années 90 pour être précis, il fallait tout réformer. À force de réforme, nous sommes arrivés à ce point-là. On a désindustrialisé, c'est le chômage à tire-larigot. Et aujourd'hui, il y a moins d'actifs. Effectivement, c'est le constat. Il y a moins d'actifs parce qu'en fait... il y a eu la désindustrialisation, comme vous dites. Donc tous les grands groupes sont partis, donc tous les sous-traitants ont fermé. Par contre, comme disait le camarade, effectivement, on pourrait taxer les grandes fortunes, on pourrait aussi taxer ceux qui ont les machines qui ont remplacé les ouvriers. Exact, c'est vrai. Il y a des pistes. Il y a beaucoup de pistes à travailler. Avant. Beaucoup de pistes, mais pas de temps. Il y a du temps. Encore une fois, ce déficit, il est absorbable et il ne permet pas de détruire complètement notre système. Ce qu'il faut qu'on comprenne bien, effectivement, nous serions au bord du précipice. Aucun
scénario du corps ne prédit la fin du système. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité de faire d'autres choix en termes de financement. Et je répète encore une fois, tant que nous n'aurons pas une politique extrêmement forte et volontariste sur l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors, nous pourrons toujours effectivement nous raconter toutes sortes de titines bois-chèques. Nous restons persuadés que c'est le plan d'emploi, c'est l'augmentation des salaires qui permet ça. Et je peux vous dire un petit truc, nous aurions par exemple, pas les suppressions de 131 postes dans l'éducation nationale en Guadeloupe, c'est 131 personnes supplémentaires qui seraient en train de cotiser, et je reste persuadé que ces réformes successives qui ont fait de telle façon que tous les systèmes, tous les services publics se sont vus démunis, l'hôpital, les collectivités territoriales, l'éducation nationale, si nous avions ne serait-ce que le remplacement de chaque personne qui part à la retraite par un actif, nous ne serions pas dans cette difficulté-là. Le gouvernement, il doit assumer. Nous allons assumer nos responsabilités, nos organisations syndicales. J'ai plus de temps. Jordan va me tuer sinon. Par contre, Monsieur Belair, pour la réintégration des soignants, on en est où rapidement, s'il vous plaît? Nul ne sait exactement. On entend la HAS se prononcer en faveur de votre réintégration par une espèce de préavis, comme s'il y avait une grève de HAS. Je sais pas. On entend le gouvernement faire circuler des rumeurs de couloir, mais nul ne sait exactement. Tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que ce gouvernement-là, encore une fois, se retrouve pieds et mains liés avec ce qu'il a lui-même construit, élaboré de manière très diabolique, je dirais. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'être venus sur ce plateau ce soir. Je pense qu'on va se faire une petite édition encore demain, si vous avez le temps, monsieur Tancon, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Désolé, le temps nous fait défaut ce soir, mais je vous propose effectivement demain de pouvoir poursuivre ce débat après la mobilisation. Bon, vous serez peut-être un peu fatigué, mais si vous le souhaitez, on peut poursuivre le débat. Il faut défendre les intérêts de nos collègues. Nous sommes d'attaque. Le mot est pris. On se voit demain soir. Pas de souci. Super. Merci à vous, chers téléspectateurs. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Demain, on sera en direct de la mobilisation au Palais de la Mutualité à Pointe-à-Pitre, bien évidemment. Et on reviendra effectivement sur ce dossier de la réforme des retraites. On parlera aussi des régimes spéciaux. Ce sera mercredi a priori. En tout cas, toute la semaine, on parlera réforme des retraites sur Canal 10. Une bonne soirée à vous.